Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct. Donc rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Nous sommes sur cette première échéance mensuelle, évidemment de cette année 2023. Une échéance qui a été très favorable aux indices actions européens notamment. On aura gagné plus de 500 points sur cette échéance pour le futur CAC 40 janvier qui a expiré à 16h avec une compensation juste en dessous des 7000 points. On reviendra évidemment sur ce run incroyable des actions européennes qui se poursuit depuis le 29 septembre dernier. Après une petite pause de fin d'année, la réactivation de la tendance haussière a été très violente sur les 2-3 premières semaines de bourse de cette année 2023 et donc les trois sorciers sont pour la première fois de cette année de sortie et les invités de Smart Bourse ce soir à retrouver dans quelques instants. Et comme chaque troisième vendredi du mois également, le dernier quart d'heure est consacré à de la pédagogie boursière et de la pédagogie même en matière de placement et de préparation de sa retraite. C'est le thème que nous traiterons avec Clémence Tanguy, directrice éditoriale du Café de la Bourse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance et cette fin de semaine pour les marchés boursiers européens, notamment Alix Nguyen, avec une séance positive pour le CAC en cette fin de semaine. Oui, sous l'effet d'achats à bon compte au lendemain de sa pire séance depuis la mi-décembre. Comme à l'accoutumée, en cette séance des trois sorcières, les volumes d'échanges sont plus importants. Les publications d'entreprises suivent leur cours, dont celle de Netflix qui ouvrait hier le bal des publications trimestrielles des valeurs de croissance. Si l'année 2022 a pourtant mal commencé pour la plateforme, pour rappel, le groupe avait perdu des abonnés pour la première fois, et bien Netflix a recruté 7,7 millions de clients au 4e trimestre. C'est bien mieux que l'objectif de 4,5 millions annoncé pour la période d'octobre à décembre. Le chiffre d'affaires a cru de 4%. Netflix anticipe par ailleurs qu'au premier trimestre 2023, la croissance des abonnés va ralentir, mais avec des marges supérieures aux prévisions. Et puis, toujours s'agissant de Netflix, le cofondateur de Netflix, Reed Hastings, tire sa révérence après 25 ans aux commandes. Les rênes sont désormais confiées à un nouveau tandem formé par Ted Sarandos et Greg Peters. Reed Hastings reste président exécutif. Il faut se souvenir quand même, il y a 25 ans, en 1997, Netflix nous permettait de recevoir une cassette VHS par la poste. C'était ça le modèle de Netflix au départ. Et donc, on voit bien ce qu'est devenu ce groupe aujourd'hui, leader mondial du streaming et du contenu. Toujours dans la tech, Alix, bon, c'est le tarif du moment. Après Microsoft, c'est au tour d'Alphabet Google d'annoncer la suppression de 12 000 postes à travers le monde. Et pour expliquer cette décision, dans une note interne adressée au personnel, le directeur général Sundar Pichai a en effet expliqué que ces dernières années, la maison mère de Google a rapidement augmenté ses effectifs pour, je cite, une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. En bourse, son titre bondit. Et puis du côté macroéconomique, on notera que l'espoir suscité par la réouverture sanitaire pour l'instant de la Chine soutient toujours la tendance macro mondiale. Et qui plus est, en cette veille de congé du Nouvel An lunaire, il devrait donner lieu à une vague de déplacements à travers le pays. À cet effet, la secrétaire générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré ce vendredi depuis Davos que le ralentissement de l'inflation et la réouverture de la Chine devraient soutenir la croissance mondiale. Elle a cependant prévenu que la reprise de la Chine risque de provoquer un renchérissement des cours du pétrole et du gaz. Et puis Christine Lagarde a pour sa part indiqué que la réouverture chinoise va renforcer les pressions inflationnistes. Elle a par ailleurs répété que la BCE doit maintenir le cap dans sa lutte contre l'inflation. Un message qu'on retrouvait déjà hier dans les propos de la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, pourtant considérée comme dovish. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, le résumé des infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
troisième vendredi du mois, les 3 sorciers de Smart Bourse sont de sortie pour cette première échéance mensuelle de l'année 2023. Philippe Béchade avec nous en plateau. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Jean-Luc Hussac avec nous également, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Romain Daubry d'être avec nous également. Bonsoir Romain. Bonjour Grégoire. Membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. L'échéance décryptée par vos soins, Romain, avec une compensation donc 6 996,9,90 points, qui semble être le niveau de compensation parfait. C'était parfait. C'était parfait, c'était le niveau d'alerte intraday qu'on avait fixé depuis quelques jours. Qu'on est collé autour et une consolidation qui se déclenche assez au bon moment aussi, avec un timing assez parfait, puisque après un rallye de début d'année assez tonitruant et une période de 15 jours, 3 semaines, 1 mois qui va être dense et pour laquelle il est un peu légitime qu'on prenne un peu de pause et un peu d'élan au moins avant de franchir l'obstacle. Donc 544 points de hausse par rapport à l'échéance du mois de décembre, 8,5% presque quasiment, et alors du côté des marchés dérivés et de l'intérêt, baisse d'intérêt, ça c'est assez intéressant parce que on pourrait imaginer que c'est une divergence, c'est-à-dire que quand on monte et que la position ouverte ne progresse pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien du côté des marchés dérivés. Mais ça a eu lieu quand même avec un volume qui a progressé, même si ce n'était pas des volumes énormes, mais avec un volume qui a progressé, et puis des opérateurs qui ont continué à se couvrir au fur et à mesure de la hausse. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de couverture qui ont lieu jusqu'à certains niveaux, à 6005 on se couvre, puis quand on arrive à 6700 points, on décide ou non de se couvrir à nouveau, ça a été le cas. Et puis à 7000, on aurait pu penser que les opérateurs trouvaient qu'il était tard pour se couvrir ou que ce n'était pas légitime. Et ça a été le cas aussi dès qu'on a atteint les niveaux. Donc toujours une hausse sur fond de scepticisme. Et c'est ça qui laisse à penser qu'on a un mouvement qui ressemble à celui de fin 2018, début 2019, où moi je m'étais fait piéger d'ailleurs, je pensais qu'on allait consolider un peu plus parce qu'il n'y avait pas eu d'intérêt du côté des marchés dérivés. Des volumes qui étaient un peu en hausse, mais du côté des marchés dérivés, pas de soutien. Et j'avais pas lu cette partie-là du marché, c'est que les opérateurs se couvraient et que les volumes sur les indices globalement étaient quand même en hausse et du côté de l'achat. Et je pense qu'on a à peu près le même genre de configuration, c'est que cette hausse et ce rallye qui est entamé fin septembre a laissé beaucoup de monde sur place. Et on le sait, il y a beaucoup de gestions qui l'ont déclaré, qui cherchaient de meilleurs points d'entrée encore fin décembre. Je pense qu'ils ont eu du mal à les trouver. Et puis, beaucoup de hedge funds aussi qui sont sous-investis. Il y avait toute une politique contre, dans un marché de manque de visibilité, de décider d'être sous-investi, d'avoir des ratios de levier moins forts qu'habituellement et une aversion au risque plus marquée. Donc, je pense que ce mouvement s'est formé aussi faute de pression baissière. Et on n'en a toujours pas à ce stade. C'est aussi ce qui laisse à penser qu'on a un mouvement qui reste peut-être rapide, mais en tout cas qui est plutôt l'ouverture d'un mouvement global assez fort et pas un mouvement d'excès qui va être violemment corrigé. Je pense, à court terme en tout cas. Pour dire les choses clairement, qu'est-ce qui serait, après ce run incroyable, qu'est-ce qui serait un niveau de consolidation ou de retracement idéal qui permettrait de consolider cette tendance haussière et qui permettrait de repartir éventuellement vers d'autres sommets? On a une dizaine de jours de flottement, j'exagère, il y a beaucoup de choses qui vont se produire la semaine prochaine. On a Alstom, LVMH, STM qui vont publier en France, Rémi Cointreau, Ubisoft, mais il y aura Microsoft, Tesla aussi aux États-Unis, ASML, Nextera, le géant de l'énergie. Donc ça va être des acteurs majeurs et dans différents domaines. Mais le cœur des publications, ça va être dans 15 jours. Et donc il y a 15 jours pour consolider un peu. On peut revenir sur l'indice CAC 40 dans une zone 6820, 6865 qui semble un niveau raisonnable de retracement compte tenu du mouvement qu'on a connu. On l'a entamé, donc tant qu'on est sous 6997, on a des possibilités d'aller chercher plutôt ce niveau-là. On voit qu'il y a quand même des forces de rappel. On a baissé un peu fortement. Il y a eu un vrai coup d'arrêt dans la hausse. On est sorti du canal haussier. On a baissé avec un volume supérieur. On a ouvert un gap baissier qui donne un coup d'arrêt dans le mouvement de court terme. Mais encore une fois, des retracements qui sont raisonnables. On pourrait descendre en dessous de ça jusqu'à 6600 sans remettre du tout en cause la tendance. Ce n'est pas le scénario qu'on privilégie, mais compte tenu du marché, de sa volatilité, on peut imaginer des pics d'accélération. En tout cas, 6820, 6865 semble être le niveau de retracement intéressant pour trouver des nouveaux points d'entrée. C'est le risque qu'on prendra, en tout cas sur ces niveaux-là, après avoir allégé des positions, même si on reste assez investi. Mais on allège évidemment sur ces niveaux-là. On encaisse de la performance, bien sûr. Jean-Louis, votre lecture du marché, comment expliquer qu'on n'est pas encore dans quelque chose
d'exubérant. Je sais que les choses vont vite. 20-25% de hausse du point bas de fin septembre à aujourd'hui ou au point haut qu'on a marqué cette semaine. C'est spectaculaire. Romain le disait, il y a beaucoup de gens qui ont regardé passer ce train à la hausse. Et on peut le comprendre quand on a vu le marché baisser de 20% ou même 30% et plus pour le Nasdaq en 2022 et qu'on voit ce mouvement-là, on se dit ok, le marché part dans tous les sens. Comment ne pas voir d'exubérance dans ce mouvement de marché? Et vous l'écrivez encore ce matin, Jean-Luc. La construction est saine. Oui, elle est saine parce que, Romain l'a expliqué, il y a eu beaucoup d'achats d'options de vente, de précautions. Les volatilités implicites sont restées en permanence élevées. On est aujourd'hui à 16 à peu près. Quand le marché a fait le plus haut vers 7100 et quelques, on était quoi? On a fait une journée à 13,5, vous voyez. Et par exemple, avant le crash de la Covid, décembre 2019, on était à 9,5. Ouais, c'est ça, on était sous les 10. Ça n'avait rien à voir. Ouais. Et surtout aussi, c'est le temps passé à 10, 9, 10, 11. À l'époque, les opérateurs savaient clairement pas quoi faire. Alors ils se disaient, on va vendre des puts. Aujourd'hui, il y a quand même des petites différences. Parce que ceux qui ne sont peut-être pas rentrés dans l'Eurostoxx 50, avec le CAC aussi, bien sûr, mais ils ont peut-être aussi acheté du marché chinois qui a bien boosté. Donc, il n'y a pas que le marché européen, bien évidemment. Maintenant, il y a beaucoup... quand on lit les commentaires à droite, il y a beaucoup de divergences d'opinion, il y a beaucoup on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour la suite, que beaucoup de choses sont liées à des aspects politiques, comme le gaz, par exemple. Quand on entend, oui, la Chine va partir, l'énergie va coûter plus cher. Oui, mais il y a aussi des moyens de ne pas provoquer ce qu'on a provoqué au mois de juillet, qui ferait que peut-être que le gaz, on arrivera à contrôler son prix. Là, on va en reparler tout à l'heure, mais l'échéance... Enfin, on est au plus bas, là, depuis... sur le gaz, depuis la guerre en Ukraine. Depuis, fin 2021, maintenant. Oui. Et, mais attention, l'échéance novembre 2024, elle est à 37% plus chère. Ouais. Et donc ça, on en tient compte. On se méfie déjà. Donc tout ça, c'est pris en considération. Et donc, on a des marchés qui ne donnent pas actuellement le signal qu'ils sont prêts à baisser sensiblement. Toujours pas. Donc moi, je pense que je m'étais fixé un objectif potentiel max à 6650, 6620. Vu les circonstances, peut-être qu'on peut s'arrêter à 6008. Bon, il faudra voir... Vous parlez du retracement, de la consolidation. Oui, d'accord. Okay. D'un retracement pour prendre position à l'achat. Parce que pour l'instant, il y a le retournement de tendance, moi je le verrais plutôt sous les 6006. Bon, on précisera en fonction de la descente. Mais en gros, jusqu'à 6650-20... Oui, c'est assez précis. Hein. Ouais. Mais j'avais fait ça à 6400. J'avais acheté à 6420, vous vous souvenez, où je disais on reste acheteur et on peut acheter jusque là. Ouais. On a fait un peu plus bas. J'avais mon signal sous 6370, on l'a pas fait. On est resté au-dessus et le marché a repris 800 points. Non, mais est-ce que il faut plus que quelques séances de baisse de 1 ou 2% pour retourner ce qu'on voit depuis le mois d'octobre. Non, mais là, c'est bien construit, c'est solide, il n'y a pas d'effet domino potentiel. Les marchés, je pense, peuvent perdre 300 points sans se fragiliser, sans provoquer quoi que ce soit de nouveau. Et je vous dis, aujourd'hui, ils n'en voient pas du tout le signal, qu'ils sont prêts à baisser sensiblement. Parfois, on peut se dire, oh là, ils se fragilisent. Là, on ne peut pas dire qu'ils se fragilisent, sinon l'aspect psychologique du niveau de prix, où on se dit, waouh, c'est trop cher. Mais c'est trop cher non, c'est quoi, c'est trop cher? On a bien payé 7004. Oui, puis c'est une question de valorisation. C'est valorisé 12 fois à peu près les prévisions de bénéfices sur le Stoxx 600. On était à 10, voire moins de 10, ce qui était quasiment un plus bas historique, modulo le point bas de mars 2009. Bon, la moyenne historique, c'est autour de 14 pour le Stoxx 600. Beaucoup de chiffres sont bons actuellement, en plus, sur les annonces de société, c'est plutôt pas mal. Philippe, chaque fois que je regarde le CAC 40 Total Return, je pense à vous. Et donc, j'ai constaté que... oui, je sais. Je travaille un peu avant de vous recevoir. Non, mais on est revenu à 0,6% du pic historique pour le CAC 40 Total Return, dividende réinvesti, qui était à 21 038 points le 5 janvier 2022.
on est revenu à 0,6% de ce niveau jeudi au point haut du marché. Absolument. Il y a 0,5% de la meilleure clôture qui était 21 015. Et il faut se souvenir de ce 5 janvier où l'année 2021 était une année folle et on va dire que la tendance haussière courait sur son air. Il y avait toujours les derniers qui cherchaient à rentrer dans le marché. C'était le FOMO du 2 au 5 janvier. Ça payait à la désespérée. Et puis on regardait les niveaux de valorisation, les PE, et on se disait, ouais, c'est quand même un peu dingo, quoi. Surtout avec le gaz, le pétrole qui ont vachement progressé. Parce que n'oublions pas que le gaz, s'il est retombé à ses niveaux d'avant la guerre, est encore très, très au-dessus de ses niveaux d'avant la flambée de l'automne 2021. Donc là, la référence, il faut voir où on la situe. Donc, à 21 000 ou 20 900 il y a 3 jours. On a un marché au plus haut, mais le 5 janvier 2022, les taux sont à 0. Bah ouais, l'argent est gratuit. Là, aujourd'hui, il est à 2,50 en Europe, il est à 4,5 aux États-Unis. C'est pas les mêmes conditions. Hein, aujourd'hui, on peut choisir comme solution de repli du monétaire américain à 4,5, ça va bien. Hein. Bon, on considérait que 21 000, c'était quand même très, très, très cher début 2022. Et aujourd'hui, à 20 900, on se dit, on cherche quel sera le prochain point d'entrée. Entre-temps, les bénéfices ont quand même progressé de 20% en Europe, Philippe, et les dividendes ont été de retour également. Alors ça, bien sûr, quand on regarde en moyenne, mais bien sûr quand on regarde en détail après, on se rend compte que Total, c'est pratiquement un quart des dividendes du CAC. Et que mécaniquement, les dividendes 2022 ont progressé essentiellement par l'effet dollar. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'euro a beaucoup baissé. Donc, les bénéfices rapatriés en dollars prenaient 8 à 10%. Mécaniquement, sans que l'entreprise ait gagné plus d'argent. Donc, vous retirez le biais Total. Ça fait déjà, on n'est plus à 12 pour le PER moyen hors Total. On est déjà à 14. Donc on est déjà revenu assez haut. Et si vous retirez l'effet dollar, vous vous dites, bon, donc on trouve toujours des arguments, on met les lunettes roses et on regarde tout ce qui est vraiment bien rose. Ce qui est un peu pâle, on en parle à peine. Moi, une autre chose qui m'étonne, c'est que la guerre, elle éclate bien en Ukraine, elle est bien sur notre sol, c'est bien nous qui avons des prix de l'énergie 4 fois supérieurs à ceux des États-Unis. Et finalement, c'est quand même le S&P qui perd 13-14% en 2022. Donc, il est un petit peu en retard par rapport au CAC qui, lui, n'en perd que 9. Et là, depuis le 1er janvier, le CAC, il est à 8,5. Et le S&P quasiment à 0. Et le Dow Jones, c'est même légèrement négatif. Donc, on nous parle aujourd'hui d'un rattrapage de l'Europe par rapport aux États-Unis. On rattrape quoi ? On était déjà en avance au 31 décembre. Philippe, on rattrape 20 ans de sous-performance et une décote historique entre la valorisation de l'Europe et la valorisation américaine. Le PE du S&P est à, je sais pas, peut-être 15, 16, 17. Oui, mais à ce moment-là... Mais c'est ça l'écart qu'on rattrape, mais pourquoi on décide de rattraper ça maintenant ? Et pourquoi on cite, on rattrape 10 ans de sous-performance ? Pourquoi les a-t-on pas rattrapés en 2021 ou en 2022 ? C'est toujours facile de dire, ah oui, mais regardez, sur 50 ans, on est très en retard. Oui, je suis sûr qu'on y sera encore quand on sera... sur 10 ans, je vous le fais sur 10 ans. Sur 10 ans, on est très en retard. Il y avait les GAFAM, etc. Ça a joué. Bon, on n'en a pas en Europe. Mais pourquoi d'un seul coup décide-t-on qu'il faut rattraper le retard en 2022, l'année où d'un seul coup l'Europe cesse complètement d'être concurrentielle, avec une énergie beaucoup plus chère, avec une inflation très forte, avec des consommateurs qui vont évidemment pas suivre. Donc il y a quand même pas mal de choses qui doivent nous questionner. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Louis et Romain. Je vois la construction. Et qu'est-ce qui construit cette hausse ? C'est certainement pas la psychologie humaine. Donc, ce sont effectivement des phénomènes mécaniques. Et je dirais que les algos sont aujourd'hui, ce sont bien des intelligences artificielles apprenantes, et ils ont même fini par apprendre en fait ce que souhaite celui qui les programme, c'est-à-dire d'avoir des phases haussières les plus longues et les plus régulières possibles. Et là, je parle de quelque chose qui est très très précis, puisque les angles d'impulsion des différentes vagues ont exactement le même angle. Exactement. Avec souvent la même durée.
et souvent le même phénomène de volume qui ont tendance à baisser au fur et à mesure qu'on gagne du terrain, ce qui est quand même assez... Donc c'est quoi, c'est ChatGPT qui fait le marché, c'est ça, Philippe? Non, parce que ChatGPT, il sait ce qu'il doit répondre. J'en sais rien. ChatGPT, Fais-moi monter le marché. Non. Il sait ce qu'il doit répondre, mais aujourd'hui, je dirais que les algos savent aussi ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire essayer de gommer toutes les aspérités. Et les mouvements haussiers sont d'une telle régularité, ça n'existait pas, ça. Enfin, on a de l'expérience, hein, tous ceux qui sont autour de ce plateau, on a 20 ans d'expérience. On n'a jamais vu oui, bien sûr, Jean-Louis. On n'a jamais vu des mouvements d'une telle régularité et surtout avec des angles de progression absolument identiques. C'est absolument impossible si on se fie à la psychologie humaine, qui est complètement, à mon avis, bannie aujourd'hui. Bon, mais ça reste la réalité des marchés tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils sont opérés aujourd'hui. J'entends votre discours. Les marchés, ils sont devant un casque de réalité virtuelle. Donc dehors, s'il pleut, s'il neige, si vous avez dans votre casque de réalité virtuelle la plage de Bora Bora, vous vous dites vive le Bermuda. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une déconnexion de plus en plus profonde. Et je dirais même que ça serait très facile à voir si d'un seul coup, par exemple au mois de décembre, après que le CAC ait repris 20%, d'un seul coup, il en perd 7-8, comme ça, brutalement. Mais les derniers acheteurs, on leur aurait dit, mais attendez, vous avez payé quoi là ? Vous avez de l'argent qui était à 0, il est maintenant à 2,50. Les perspectives 2023, c'est probablement pas de croissance. Vous achetez quoi à 6600 ou 6700 sur le CAC ? Bon, aujourd'hui à 7000, on paye et on est très très heureux. Mais parce qu'on est discipliné et qu'on suit, effectivement, on a les canaux, on travaille dedans. Mais notre conviction profonde, il faut qu'on soit honnête. On ne comprend pas où on est aujourd'hui. Mais si. Mais non, Philippe, je ne suis pas d'accord. Bon, je suis pas d'accord. Moi, je fais partie en tout cas de ceux qui se feraient engueuler comme du poisson pourri si je disais quand j'ai vu qu'on franchissait 6009, j'ai payé parce que ça allait fort. Et si demain on est à 6006, les gens vont dire mais vous avez acheté quoi, monsieur Béchade ? Enfin, vous arrêtez pas de nous dire regardez la croissance, les bénéfices. Je suis pas d'accord parce que je suis d'autant plus confortable à en parler que on parle de ce risque à la hausse depuis 5700 points sur le CAC le 29 septembre. Oui, mais dans cette émission, c'est un discours que j'entretiens. Je suis d'accord, c'est peut-être pas le discours majoritaire, mais quelques-uns ici et d'autres sont venus nous dire le 29 septembre, arrêtez de shorter les actions européennes, vous allez vous faire massacrer. Le 29, on était survendus comme pas possible, ça se voyait comme... Et alors oui, mais Philippe... Donc, il fallait être non, mais je comprends que le dernier acheteur à 7115 points, là, évidemment, il y a toujours un dernier acheteur et c'est toujours une main fragile, plus fragile que celui qui a acheté à 5007. Oui. Mais 5007, on avait tous les indicateurs, le même tableau de bord de marché. Il y a ceux qui y sont allés et ceux qui n'y seront pas allés. On était là après 7 semaines de hausse et on se disait, effectivement, on était survendu le 30 septembre. 7 semaines plus tard, fin novembre, on se disait, ça commence quand même à être un petit peu tendu. Et puis finalement, ça n'a pas retracé, ça n'a pas corrigé. 5-6% en fin d'année, quand même. En dehors de ce qu'on peut entendre de ta part sur le fondamental, il y a quand même une conjonction de facteurs qui a fait que ils avaient anticipé une récession. Pas une récession, un crash économique. Ouais. De 5 points de PIB en Allemagne, c'était les scénarios qu'on avait il y a 6 mois. C'est pas une récession. Une récession légère, j'allais dire. Aux États-Unis. Exactement. On a vécu avec ça quand même pendant des mois, Philippe. Ils avaient prévu donc une récession légère aux États-Unis et encore. Et ils avaient prévu une très forte récession en Europe. C'était ça les scénarios. Et pas de baisse des taux avant 2024. Donc, des acteurs globalement hyper méfiants. Et là, ces dernières semaines, ça a été... on aura peut-être une baisse des taux d'intérêt fin 2023, au courant ce deuxième semestre. Et pas de récession aux États-Unis et à peine en Europe. Donc, ça crée des phénomènes de contre-pied importants. C'est ça, les contre-pieds. Alors après... Oui, mais... Et nous, ce qu'on observe, sur le plan d'analyse technique, on voit que le marché n'a jamais donné le signal d'un retournement. Et quand il venait en arrière, on disait, non, mais là, on sent bien qu'il y a des possibilités de, comme j'avais dit à l'époque, le risque était asymétrique et que ça ne pouvait qu'aller mieux presque. Parce qu'on avait vraiment
anticiper beaucoup de mauvaises choses. Et on est pour l'instant dans cette ère, comme tu disais, avec un paquebot qui avance et qui met du temps à s'arrêter. Donc pour l'instant, on est là-dedans. Alors, et c'est là où je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de signal que le marché puisse encore se retourner rapidement, violemment, durablement, etc. Absolument, il n'y a pas de signaux. Mais alors, on a un espoir clair. On est dans une zone. On est vraiment d'accord. On peut considérer effectivement des excès, et c'est toujours ce qu'on regarde. Et encore une fois, c'est ce à quoi sert l'analyse technique. Déjà, c'est donner des niveaux de retournement. On a des scénarios privilégiés, et puis si on les rompt, ce qui nous est arrivé avec Covid, sous 5650, on n'avait plus de position du tout. Et on a attendu, ou voir des positions baissières, et on a attendu que ça se calme. Là, c'est cette construction et cette hausse, elle se fait avec du scepticisme. On a, pour donner, si on doit donner une gradation sur le niveau d'optimisme des opérateurs, on a été en zone de vigilance, d'alerte forte sur les indices pendant toute l'année dernière, et à juste titre. On a touché du doigt le niveau d'optimisme, donc que j'ai fixé sur mais on le voit très bien graphiquement, sur le VIX, sur la volatilité, donc sur l'indice S&P 500, qui est un niveau qui se situe entre 15,40 et 18,65. On est passé sous 18,65 quelques heures, et on est remonté au premier warning, tout de suite surcollé dans la zone 18,65, 21,50, que j'ai fixé comme zone de vigilance. Donc on a effectivement monté relativement rapidement sur les indices européens. Sur les indices américains, c'est beaucoup plus calme quand même en début d'année, et on est toujours en zone de vigilance en termes de 2019, on passait des mois à 10 sur la vol américaine ou européenne. Ce qui veut dire qu'on peut arriver en optimisme et descendre dans le bas de la zone d'optimisme, c'est 15,40. Si on passe sous 15,40, on arrive en complaisance. Et encore, j'ai remonté le niveau d'un cran parce que le coût de la volatilité a augmenté. Le coût de l'assurance est plus cher. Mais je l'ai monté entre 12,10 et 15,40. Et ça, on peut y passer effectivement des mois. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver à la complaisance, on a ce critère-là maintenant de lecture de marché sur la finance comportementale, mais qui est prise avec des curseurs qui bougent à toute vitesse. Il faut les faire bouger plus doucement, ces curseurs-là. Et on n'est pas rentré dans cette zone, ne serait-ce que d'optimisme. On y a mis un doigt en début de semaine et ça a été tout de suite invalidé. Je vous laisse continuer, Romain, mais pour avancer un petit peu dans l'analyse de marché, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux dans la dynamique ou les dynamiques de marché sur le plan sectoriel par exemple, ou est-ce que ce qu'on a identifié comme étant des secteurs forts à travers 2022 dans le rebond qui est engagé depuis le 4e trimestre, est-ce que ce sont toujours des secteurs qui sont en tendance, en surperformance? Est-ce que c'est normal de voir des effets de rattrapage, alors l'effet janvier, des effets de rotation de secteurs qui sont très en retard? Est-ce que c'est des tendances qui s'annulent, qui se neutralisent? Est-ce que des choses sont en train de changer de ce point de vue-là? Je pense que ce sont des changements énormes qui sont en train de se mettre en place et très forts et très structurels. On les avait évoqués il y a un mois de ça et ils se confirment pour l'instant. La value, clairement, tient le haut du panier et elle fonctionne très bien. On avait dit que ce qui a été une tendance de 2022. La surperformance de la value a été une tendance continue en 2022. Et elle se confirme déjà en ce début d'année. On le voit, et les technologies, en revanche, ont plus de mal. Qui licencie en ce moment c'est les valeurs technologiques américaines. Mais le secteur, on sent que le secteur rebondit un peu quand même. Il est en bas. L'indice sectoriel Stoxx 600 Tech reprend quand même un peu de hauteur. On a vu des tentatives du Nasdaq sur une séance ou deux. C'est tentative. On a eu près de 8% de hausse sur les indices européen. On doit être à l'équilibre sur le Nasdaq, et le Dow Jones, qui était très surperformant l'année dernière, doit être un tout petit peu au-delà d'1% à l'heure qu'il est. Donc il y a beaucoup de retard quand même sur les indices américains. Le S&P, pour pas dire de bêtises, c'est 1,30% de hausse hier soir par rapport au début de l'année. En revanche, lui, il est construit avec un peu plus de soutien du côté des marchés dérivés. C'est peut-être un peu plus propre. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la technologie complètement. Ça veut dire qu'il va falloir faire plus de discrimination et le niveau de performance ne sera peut-être pas équivalent à ce qu'on a connu les années précédentes, et qu'il y a des choses à aller chercher ailleurs. Et on le voit sur des titres, on avait évoqué la dernière fois des valeurs comme Michelin, qui sont quand même des valeurs qui ne sont pas sexy, qui étaient un peu au banc. Elle a quand même pris 15% depuis qu'on s'était parlé. Elle bouge un petit peu, elle revient sur des niveaux techniques autour de 28. Ça se passe plutôt pas mal de ce côté-là. Et Michelin, c'est elle qui allait licencier au mois de novembre et qui finalement annule et qui dit qu'elle a besoin d'employés. Et qui garde les gars dans les usines. Voilà. Donc il y a une rotation qui se passe concrètement, techniquement de ce côté-là. Et puis on la voit sur les
les mouvements de fond, effectivement, l'Europe, oui, qui surperforme. Il y a l'Asie, où il se passe des choses. Autant j'étais assez frileux il y a quelques mois de ça, parce qu'on avait quelque chose de très, très fermé. Depuis qu'il y a eu cette grogne, et depuis la réouverture suite à la dureté de la politique sanitaire, et bien depuis qu'il y a eu la grogne et qu'on a commencé à entendre parler de d'émissions, et que ça s'est su à l'international, il y a une ouverture. Comme par hasard, les marchés... Ça redevient investissable. Et ça redevient un peu investissable. Alors, on peut avoir un peu peur, et il y a de quoi de se dire qu'il peut y avoir des changements politiques dans un contexte qui est clairement dictatorial. Maintenant, sous forme de panier de valeurs et avec, encore une fois, une pondération mesurée, il y a des choses extraordinaires à faire sur des Alibaba, des Tencent, des choses comme ça. Je serais plus mitigé du côté des semi-conducteurs, qui ont été des secteurs très forts, etc., mais pour lesquels il y a pléthore, pour l'instant, de semi-conducteurs sur le marché, et ce sera probablement pas aussi fort dans les tendances. Donc, il y a des grands mouvements qui se dégagent de ce côté-là. Côté énergétique, oui, je pense que ça reste toujours un mouvement de fond. C'est pas terminé, même si sur l'énergie en elle-même, mais on y viendra plus en détail, ça patine, et effectivement, Total n'est pas sur 3 semaines, là, c'est plus le leader qu'on a connu en 2022. Exxon, je pense qu'il y a encore du potentiel. Voilà. Et puis il y a toute l'énergie renouvelable, il y a la cybersécurité, et dans des secteurs technologiques, il y a l'intelligence artificielle. Il y a des paniers de valeurs dessus qui sont très intéressants, qui donnent des signaux de frémissement. Donc en fait, c'est pas de jeter tout un secteur ou un autre, c'est de regarder et de discriminer et de changer son prisme d'observation des marchés, et de voir quels vont être les prochains leaders. Et je pense qu'ils ne seront pas les mêmes que ceux des 10 dernières années. Il se passe quelque chose clairement de ce côté-là, et ça se confirme jour après jour. Puis il y a les nouvelles, celles qui vont apparaître, celles qui vont créer ce nouvel environnement, et donc qui seront rachetées probablement par les grosses, celles qui ont des moyens et des capitaux. Dans la technologie, encore une fois, je vois des valeurs comme Google, Alphabet, qui sont bien au cœur de la base de données. Et donc pour l'intelligence artificielle, il faut des bases de données. Et Google, c'est absolument tout. Si c'est la base de données la plus géante possible, je pense que ça va être un acteur qui va surperformer dans les années qui viennent, très clairement, plus que les autres GAFAM de l'époque. Est-ce que ça bouge du côté des small et mid, Jean-Louis ? Parce que là aussi, c'est vraiment un des indices qui sont, en Europe en tout cas, parce que je crois qu'aux États-Unis, c'est le Russell 2000 qui est plutôt l'indice leader de ce début d'année 2023. Mais en Europe, il y a toujours cet écart et cette sous-performance des small et mid. Alors, on est loin de retrouver l'intérêt qu'il y avait à une époque où il y avait un intérêt, on va dire, régulier. Oui. Là, il reste, pour l'instant, il y a un retour, ça c'est clair, bien sûr, quand même, mais ça reste ponctuel. Tous ceux qui s'amusent à spéculer sur les mid et small toute la journée, et j'en connais pas mal, ils ont retrouvé un peu plus le sourire, mais souvent ils me disent ouais non mais bon là il n'y a pas de relais, il y a pas quoi, la densité, et puis tout le monde va dans le même sens au même moment, c'est très violent, donc c'est difficile à travailler. Après on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de belles valeurs entre guillemets, enfin il faut les trouver, il faut les connaître. Qui en fait se sortent mieux de la situation. Ouais. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux anticipations, on pensait que... Et du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de dossiers qui repartent bien, même dans le secteur automobile. Les équipementiers. On voit quand même, oui, des choses plus positives. Bon, c'est pas... tout n'est pas en rose, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a connu en 2022. La Chine, ça a repris 50% quand même. Enfin, en dollars, j'ai vu l'indice Chine a repris quasiment 50% depuis les points bas d'octobre. Certains ont fait de bons coups, certainement, ce que je disais tout à l'heure. Il y a ça, il y a la question sur les matières premières aussi. Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une lecture des tendances de matières premières avec la question de savoir comment le marché intègre justement les conséquences de la réouverture chinoise. La fin de la Golden Week en Chine. Ouais. Donc c'est la semaine prochaine. On verra bien les tendances qui se dessinent après. Voilà. Parmi les phénomènes là, qui m'ont un petit peu marqué, c'est que globalement, avec un VIX qui essaie en ce moment de s'installer en dessous des 20, ça réallume des signaux de confiance, de sérénité sur des actifs extrêmement spéculatifs comme les cryptos. Oui. Et finalement, ce début d'année, c'est surtout le début d'année
des cryptos, et pour le CAC 40, évidemment, des valeurs du luxe, avec LVMH à plus de 400 milliards, au plus haut. voilà, L'Oréal de 108 milliards, on a Hermès à 175. Enfin, vous prenez les 4 premières championnes du luxe, je mets EssilorLuxottica, puisque Kering est un peu détaché, les 4 premières, ça pèse pas loin de 900 milliards sur 2350 milliards que représente le CAC 40. Donc, si vous rajoutez Pernod et Kering, à ce moment-là, c'est facile. Les 6 valeurs du luxe, c'est 43% du CAC. Non. Ah ouais. Non. 43% de la valorisation du CAC. C'est pas pondéré à 43%, c'est pondéré à 20 et quelques pourcents. Mais, d'accord. Mais ce qui compte, c'est la pondération. Mais voilà, on voit quand même que... c'est 43% de la capitalisation boursière. Voilà, absolument. C'est pas pareil. Ça. Bon, non, mais c'est une autre manière d'indiquer. Et les GAFAM avaient atteint autour de 35-38. Donc on est déjà... On fait mieux que les GAFAM. Ouais, exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... c'est vraiment le retour du CAC dans toute sa splendeur. Pour ceux qui s'intéressent aux small et mid, là, on ne veut que du luxe, on ne veut que des big caps. Donc il y a peut-être un moment où, si le marché reste positif, peut-être que les small caps, elles vont à leur tour connaître un rattrapage. Ce serait un vrai signal d'appétit, ça. Mais on voit qu'en tout cas, en attendant, les investisseurs ont préféré y revenir sur des actifs beaucoup plus spéculatifs, comme les cryptos. Et puis aujourd'hui, la faillite de Genesis, ça n'a pas d'impact. Je pense que Gemini, un des frères Winklevoss, ils vont perdre entre 7 et 800 millions de dollars, puisqu'ils étaient à peu près pour un quart dans le financement de Genesis. On voit que les dominos continuent de tomber, et puis que là, il y a de nouveau de l'argent qui cherche à aller quelque part où il y a de la plus-value rapide, je dirais pas facile. Voilà. Et je pense qu'il aurait été plus raisonnable qu'on voit d'abord les mid-cap progresser, puis ensuite on va vraiment aller sur les trucs les plus spéculatifs. Pour l'instant, non. L'échelle des risques n'est pas forcément bien respectée de ce point de vue-là. C'est ça le message. Bon. Après, les cryptos, c'est vraiment une classe d'actifs à part aussi, peut-être par rapport au marché traditionnel, 30%, boursier. Quasiment 30%. Ah oui, bien sûr. Depuis le 1er janvier, bon, c'est énorme. Un mot des devises, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là aussi sur l'euro-dollar ? Il y a ce début de commencement quand même de détente du dollar. Alors est-ce que c'est une ligne qu'on peut prolonger sur 2023 ? On est sur un niveau charnière sur l'euro-dollar. On a débordé à 1,0720, 1,0760, l'oblique baissière qui était active depuis 2008. On l'avait débordé en 2020, on est repassé en dessous en 2022. On est dans un canal haussier, on est sur la borne haute du canal haussier sur l'euro-dollar et on a redépassé ce niveau-là. Donc techniquement, il faut qu'on le confirme plusieurs jours, plusieurs clôtures, mais on est en train il y a une invalidation importante qui se met en place. Surtout qu'il y a une position spéculative sur l'euro-dollar qui est au plus haut depuis 2 ans. Donc il y a vraiment un mouvement fort qui s'est mis en place. On avait parlé la dernière fois d'une petite correction de court terme, elle n'a pas duré très longtemps, et on est allé former de nouveau plus haut. Il va falloir voir si comment on s'articule autour de ce niveau-là. Au-delà de 1,0720, 1,0760, il y a des intermédiaires, 1,0878, 1,0967, puis 1,1104. Le retracement idéal, ce serait aux alentours de 1,0678. Là, on pourrait continuer à acheter, mais il n'y a pas de signaux de retournement à court terme, c'est un mouvement haussier. Si on regarde le dollar, c'est un peu différent. On arrive sur des niveaux techniques majeurs, il y a un peu d'incertitude. Donc, il va falloir faire la balance entre les deux. Ce n'est pas un mouvement facile à lire et c'est toujours très compliqué sur l'euro-dollar. En tout cas, on passe à un niveau clé, vraiment. Oui, le dollar est quand même un actif central, majeur, qui peut donner la tendance pour beaucoup de classes d'actifs dans le monde. Alors, on a le dollar index. Oui, voilà, c'est ça. Toute petite parenthèse, le dollar index, il est retombé sur 1,02 et il peut aller chercher un support qu'on a testé en mai dernier, qui était autour de 1,005. On est presque arrivé au bout quand même. Si on regarde le dollar index, là, si on casse les 100, alors là, oui là, il se passe quelque chose. Ouais.
Moi, je suis passé haussier il y a longtemps, donc au-dessus de 1,0160, 1,02. Pour moi, c'était clair, ça reste haussier, et on voit que l'eurodoll reste collé sur les points hauts, aucun signe de faiblesse, achat sur repli jusqu'à 1,04 potentiellement. C'est pas si loin que ça, non ? Non, mais bon. Oui, mais on a fait 1,04 quelque chose là dans le trou là, vite fait. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais donc voilà, et c'est orienté à la hausse. Après, l'eurodoll, c'est vraiment, on le voit très bien, c'est calé sur les évolutions des taux souverains et puis des anticipations qui sont faites. Avec donc, dans l'idée toujours pareil, les taux américains baisseront, etc. Donc l'euro sera peut-être un peu mieux, plus favorisé. On reste sur des anticipations comme ça, et tout en haut. Sans signal qu'il y aurait un possible retournement. Non, pas pour l'instant en tout cas. Dans les matières premières, l'or affiche une belle régularité dans la hausse depuis une paire de mois maintenant, facilement, Romain. Il y a une invalidation importante sous 1688. Ouais. On a fait une fausse sortie d'un grand trading range et on l'a réintégré assez puissamment. Et il respecte graphiquement tous ces niveaux les uns après les autres pour arriver à 1909. Et il est en train de s'installer au-dessus pour l'instant. Il accélère encore un peu. 1970 la prochaine et c'est 2070 le haut du trading range. Donc il y a manifestement encore du potentiel, ça va très vite. Maintenant, c'est quelque chose qu'on surpondérait depuis longtemps, donc on a attendu un peu avec. Ouais. Oui, c'est un actif qui ne rapporte rien, mais qui, quand il bouge pas mal, et c'est bien de l'avoir dans un portefeuille investisseur, et on continue à l'avoir, même si on arbitre, on fait des écarts. Quant à l'argent, on donnait un niveau d'accumulation de la 18,70 et une première zone de résistance majeure, 24,40, 25,32. On bute dessus depuis plusieurs jours. On va essayer de trouver des points d'entrée pour renforcer les positions qu'on a allégées sur ces niveaux-là. Mais de la même façon, et pour des raisons industrielles, ça reste une de nos pondérations importantes. Donc oui, un trend de fond qui est important. On le voit d'ailleurs parmi les secteurs globalement, tout ce qui est, avec la réouverture de la Chine, tout ce qui est ressources de base dans les secteurs qui surperformaient, continue à surperformer doucement, effectivement, depuis quelques temps. Et puis, pour dire un mot aussi des small et mid caps, puisqu'il y a quelque chose sous forme de panier, c'est assez décousu, mais quand on regarde sous forme de panier de valeur, juste en regardant ce qu'on appelle la force relative, donc la performance de ce panier par rapport à des indices, si on le regarde par rapport au CAC 40, c'était en ligne et ça surperforme très légèrement. Donc, même sans faire de discrimination parmi les dossiers, en achetant de façon globale, il y a quelque chose qui se joue aussi de ce côté-là, qui se mettait en place, qui frémissait, et qui là se confirme. Donc, il y a de l'intérêt aussi de ce côté-là. On recherche, mais peut-être de façon un peu globale. Alors l'or rapporte rien, mais a beaucoup progressé. Le Bitcoin ne rapporte rien, mais a beaucoup progressé. Donc ça répond à des peut-être des envies, enfin des problèmes psychologiques. Je m'assure, les taux j'achète de l'or. Oui, le Bitcoin, c'est l'espoir de faire. Non, mais c'est le jeu aussi. Hein. Oui. Le jeu, d'un côté, le Bitcoin et l'espoir. Moi, je vois la corrélation avec les taux réels. Les taux réels ont beaucoup remonté. Oui, mais pareil. Ça se calme avec la baisse des taux et la désinflation. L'euro. Donc pour moi, c'est des actifs qui montent aux taux réels. Je vais me faire l'avocat de l'or. D'abord, effectivement, l'argument l'or ne rapporte rien et tous les 6 semaines, je prends 50, 75 points de mieux sur le rendement de mon monétaire. Là, évidemment, d'ici mars, il n'y a plus grand-chose à gratter. Et non. La deuxième chose, c'est est-ce que les banques centrales vont effectivement remporter la bataille face à l'inflation ? Jusqu'à présent, elles ont toujours remporté la bataille en mettant 100 points de plus que le taux d'inflation. Elles sont encore à 600 points de moins pour la BCE et environ 400 points de moins pour la Fed. Oui, mais c'est bien parce que les taux d'inflation baissent. Mais je dirais que pour quelqu'un qui a de l'or, je veux dire que la victoire des banques centrales, elle me paraît quand même pas garantie à 100%. Donc avoir de l'or, je pense que c'est pas complètement idiot. Alors maintenant, moi en tant que détenteur d'or basé en Europe, c'est vrai que depuis le début de l'année ou même depuis fin septembre, la performance, elle est corrigée de l'effet devise. Elle est de 7 ou 8%. Oui. Voilà, donc ça reste raisonnable. Voilà. Mais un Américain, lui, il avait tout intérêt, effectivement, à miser là-dessus. Et grosso modo, ça fait mieux que le Nasdaq, beaucoup mieux. L'or a fait mieux que le Nasdaq, oui. Bon, enfin, c'était difficile de faire pire que le Nasdaq, non ? Parce qu'en réel, ça a dû faire moins 35, le Nasdaq, l'an dernier. Ouais, c'est ça. Et par rapport au 20 janvier 2022, la sous-performance reste encore supérieure à moins 30. Voilà, donc... et là, il y a
comme on disait, des constructions. Là, la construction, elle est baissière et on n'a pas non plus de signal de retournement. Voilà. Bon, pour se résumer, messieurs, oui, donc... oui, un dernier mot. Ouais, bien sûr. Par exemple, sur Orpea. Oui, oui. C'est une valeur qui a fait un peu l'actu. Les considérations techniques sur ce genre de dossier sont extrêmement dangereuses. C'est une société qui a besoin qui va faire des augmentations de capital, etc. Donc, tout ce qui est vendeur à découvert, par exemple, qui pourrait correspondre justement à une logique fondamentale, il faut vendre. Quand ils font des augmentations de capital très dilutives, notamment, il y a des problèmes de prêt-emprunt, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier. Je pense que chez vous, vous avez dû interdire la vente à découvert, j'imagine. Mais c'est vraiment, si vous voulez, quand les gens vendent à découvert, le broker peut leur dire du jour au lendemain, il faut racheter, quel que soit le prix. Donc, c'est ce qui crée aussi ces mouvements incroyables. Le qu'on voit là sur une séance. Quand la direction dit attention, c'est pas forcément bon ce qui nous arrive. Oui, d'accord, mais il y a, si vous voulez, des règles de fonctionnement sur les marchés financiers qu'il faut connaître. Et ces règles légitiment le prix, légitiment tout le fonctionnement et la sécurité des acteurs. Et là, il y a un problème sur le prêt-emprunt. Il faut faire très attention. Absolument. Et si d'un seul coup on nous annonce que les négociations reprennent avec la CDC, ouf. La caisse dit que l'offre est toujours sur la table. Hein. Absolument. Bon, dossier... je sais pas, il y a quand même... On peut aimer se passionner pour Orpea quand on investit ou quand on trade, il y a peut-être d'autres choses à faire. Oh là, oui. Oui, non mais voilà, je suis d'accord. Bon. Mais c'est le côté technique pour lequel il faut faire attention. Ouais, donc c'est spéculatif plus avec les enjeux techniques que vous décrivez. Toutes les contraintes. Merci beaucoup messieurs, merci pour ce tour de table avec nos trois sorciers. Chaque troisième vendredi du mois, vous le savez, à partir de 17h en direct sur Bismart, on revient sur l'échéance du mois de janvier, en l'occurrence, avec une belle échéance et une compensation pour le CAC 40 à 6996 points. Merci beaucoup messieurs, Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, La Bourse au quotidien et les Éconoclastes étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, c'est un quart d'heure réservé à la pédagogie boursière et même un peu au-delà, on va parler de comment préparer sa retraite avec les équipes du Café de la Bourse et la responsable éditoriale du Café de la Bourse qui est avec nous, Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Effectivement, on va un peu au-delà de la pédagogie boursière pour évoquer l'univers des placements et de la préparation de la retraite. Je crois que c'est le moment opportun de revenir et de rapporter quelques éléments un peu fondamentaux, justement, peut-être sur cette question des retraites. Oui, Clémence. c'est quand même un sujet qui passionne les Français. Tout le monde a son avis sur la question. Réforme. Voilà. On ne va pas revenir sur la réforme. On va s'intéresser à des choses assez concrètes, factuelles. Alors d'abord, rappelons l'essentiel. Hein. Nous sommes dans un système où nous avons un système par répartition. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les cotisations vieillesse actuelles versées par les actifs qui travaillent aujourd'hui servent à financer la retraite des gens qui sont à la retraite actuellement. C'est-à-dire qu'on ne cotise pas pour sa retraite, on cotise pour les retraités qui sont à la retraite actuellement. Bon. Et c'est un choix. Non, mais je précise. C'est un choix de société qui est fait depuis l'après-guerre. C'est pas une magouille, quoi. C'est pas une magouille. C'est un choix de société qui est fait le système qui est choisi démocratiquement. Voilà. Alors après, ceci dit, l'après-guerre, la pyramide des âges n'était pas ce qu'elle était. Mais voilà. Et voilà, compte tenu de la démographie actuelle, réforme ou pas, ça risque de poser problème. D'ailleurs, les Français s'en rendent très bien compte. Il y a une étude en 2022 faite par le Cercle de l'épargne amphithéâtre qui montre que 66% des Français considèrent que leur pension de retraite sera insuffisante ou est insuffisante pour vivre correctement à la retraite. Et 2/3 des Français épargnent déjà en vue de leur retraite. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait un problème et que le système par répartition n'allait pas suffire et commence déjà à avoir une retraite par capitalisation. Alors, on peut investir sur différents marchés. Les marchés financiers, le marché aussi immobilier, ça on ne va pas y revenir, on est dans Smart Bourse quand même, donc on va vraiment s'intéresser au marché boursier, exactement.
Et donc, effectivement, il y a plusieurs placements qui peuvent être pertinents pour préparer sa retraite. En matière de support, justement, est-ce qu'il y a une classification? Est-ce qu'il y a des supports plus intéressants que d'autres quand on est dans cette logique de placement régulier? Il y a des supports qui sont très différents, avec des caractéristiques et des avantages, des contraintes qui sont différentes. Il va falloir bien les avoir en tête pour pouvoir choisir le support qui est le plus adapté à son profil à soi. Alors, le premier support, celui auquel on pense tous, c'est évidemment le plan épargne retraite, celui qui a remplacé tous les produits épargne retraite avec la loi Pacte. Alors, c'est un placement retraite, fait pour préparer sa retraite. Donc, c'est un placement tunnel. On ne touche les sous qu'à la retraite. Alors, il peut y avoir des sorties anticipées avec des exceptions, mais ça reste quand même assez limité. Alors, comment il est constitué, ce placement? C'est un peu comme une assurance vie. Vous avez un fonds euro avec, qui est garanti en capital, mais qui n'est pas très rémunérateur. Et vous avez des supports en unité de compte qui vont vous permettre d'investir sur tous les marchés financiers. Enfin, ça dépend de l'offre, évidemment, de votre prévu par l'assurance. Et donc là, évidemment, il y a un risque de perte en capital, mais d'un autre côté, c'est potentiellement beaucoup plus rémunérateur. Alors, ce qui fait aussi l'avantage de ce placement, ça va être les avantages fiscaux que vous pouvez avoir. Notamment, ça c'est l'avantage le plus important, c'est si vous choisissez de déduire les montants que vous versez sur votre PER de votre impôt sur le revenu. Alors, évidemment, il y a des plafonds, on ne peut pas tout déduire, et ils vont être variables selon votre statut, si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur indépendant, combien vous gagnez, etc. Donc voilà, il faut voir si ça peut être intéressant. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire une sortie en rente ou en capital. Ah oui. Alors que la plupart des produits retraite auparavant, c'était seulement une sortie en rente. Là, vous pouvez choisir une sortie en capital. Voilà. Mais après, on n'est pas obligé de se focaliser sur le plan épargne retraite. Il y a d'autres placements. Non, mais juste sur le PER, c'est pour tout le monde, c'est le plus tôt possible. Si on est dans cette logique-là... Non, mais alors, comme tous les placements, c'est le plus tôt possible, parce que sa retraite, elle se prépare dès le début de la vie active. Quelqu'un qui commence à placer à 25 ans par rapport à quelqu'un qui commence à placer à 35 ans, ça crée des écarts énormes à la sortie pour la même espérance de vie. Mais bien sûr, avec les intérêts composés, ça fait des écarts considérables. Donc, il faut faire le plus vite possible. Après, si vous avez 35 ans, vous n'avez pas investi, vous ne pas se dire, oh là là, mon Dieu, il faut investir tout de suite. Voilà. C'est tout. Ouais. Alors, pour qui c'est fait? Effectivement, on peut se poser la question. Alors, c'est surtout intéressant. Alors, il faut savoir que c'est le placement tunnel. Donc, si vous anticipez que vous pouvez avoir besoin de vos sous avant, mieux ne vaut pas trop mettre de sous sur le PER. Donc, parce qu'il y a alors quand même des sorties possibles en cas de surendettement, en cas de décès du conjoint, en cas d'invalidité, en cas de chômage. Mais si vous avez des difficultés professionnelles, le chômage par exemple, si vous êtes profession libérale, c'est pas possible. On peut aussi sortir des sous pour la résidence principale. Mais attention parce que ça peut être une très mauvaise idée en fait. Parce que les sous que vous allez pouvoir récupérer dans ces cas-là, ils vont compter comme revenus supplémentaires. Donc déjà, vous payez un impôt dessus, ce qui n'est pas le cas pour les autres cas de sortie. Vous payez un impôt dessus, mais en plus, étant donné que vous pouvez récupérer beaucoup, vous pouvez passer dans la tranche d'imposition supérieure l'année où vous sortez vos sous du PER pour payer la résidence principale. Donc il faut faire attention à ça. Donc, c'est surtout un placement qui va être intéressant pour les gens qui ont des très gros revenus pendant leur vie active, qui vont pouvoir faire baisser ces revenus en déduisant et qui ensuite vont payer, parce que c'est pas un cadeau, on paiera plus tard les impôts, mais qui du coup vont payer à une tranche marginale d'imposition plus faible à la retraite la sortie... La rente ou le capital qui sera sorti du PER. Très clair. Quels sont les autres supports? Alors, on les connaît, les autres supports, mais qui peuvent être dédiés justement à la préparation. Exactement. Alors, des grands classiques. Alors, évidemment, on va penser à l'investissement boursier. Alors, il y a le PEA, il y a le compte titre. Alors, là, c'est vraiment pour investir sur les marchés financiers. C'est pour investir plutôt sur le long terme. Donc, il faut commencer dès le début et il va falloir bien tenir compte de l'échéance de votre placement. C'est-à-dire que quand vous avez 30 ans, vous pouvez investir énormément. Full action. Voilà, full action, exactement. Mais enfin, ensuite, quand vous allez, quand la retraite approche, il va falloir quand même sécuriser une partie de vos gains, les mettre sur des placements à capital garanti pour au fur et à mesure sécuriser sa retraite. Voilà. Après, il y a quand même des avantages qui sont non négligeables, surtout sur le PEA, puisqu'il y a des avantages fiscaux de la 50 détention du plan, exonération complète de l'impôt sur les plus-values, vous payez plus que 17 de prélèvements sociaux, donc ça serait un peu bête de s'en priver. Bon, après, il y a des contraintes
en matière de restriction de titres, mais qui peuvent être en partie contournés grâce à des ETF. Donc, c'est dommage de se priver du PEA. Et puis après, si vous êtes un investisseur passionné, que la bourse vous intéresse, que vous voulez mettre en place des stratégies dynamiques, etc., et ben, le compte titre, c'est aussi une bonne idée. Il faut juste dire qu'on ne joue pas avec sa retraite jusqu'à ses 60 ans, parce qu'à un moment, il va quand même falloir prendre ses gains et préparer Je rappelle, sur les marchés boursiers, il y a différents types d'investisseurs, différents horizons de temps, etc. On peut être un investisseur actif passionné et donc être très actif, très dynamique, en passant plusieurs ordres par semaine, voire par jour. Quand on est dans cette logique de retraite, je voulais juste rappeler la règle simple de l'investissement programmé ou de l'investissement régulier. On peut avoir deux poches, une poche plus active et une poche régulière. On investit une somme définie chaque mois, avec tous les 3 mois, etc. Et puis, dans une optique buy and hold et on attend. Voilà, exactement. Et enfin, il y a l'assurance vie. Oui. Alors l'assurance ça vie, sert à tout, l'assurance vie, c'est très très bien pour préparer sa retraite. Et ça sert à tout, l'assurance vie. Comme le PER, vous avez le fonds euro, les supports en unité de compte. Il y a quand même énormément de choix de contrats d'assurance vie. Donc vous pouvez quand même trouver des contrats avec des supports en unité de compte pléthoriques qui vous permettront d'investir là où vous voulez. Il y a des avantages fiscaux hyper intéressants dès 8 ans de détention du plan. Et puis en plus, alors là c'est recommandé pour ceux qui veulent aussi, en plus de préparer leur retraite, préparer fiscalement la transmission d'un capital, puisque vous avez des avantages à la succession qui sont hyper importants. On a 152 000 €. Ça reste aussi un outil fabuleux de transmission, l'assurance vie. Exactement. Et quel que soit votre âge, parce qu'il y a ce fameux avant 70 ans, après 70 ans, mais même après 70 ans, il y a 30 500 € par bénéficiaire d'abattement. Vous êtes exonéré sur les intérêts et les plus-values. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, apporter comme recommandation effectivement pour quelqu'un qui veut préparer sa retraite, les questions à se poser, mon âge, mon statut d'activité, est-ce que je suis salarié ou pas, quelle perspective j'ai encore, pour essayer de choisir un petit peu... Mais alors aussi votre profil de risque. Est-ce que vous y connaissez, est-ce que vous avez envie de vous former? Parce que même si vous n'y connaissez pas grand-chose sur les marchés financiers, mais l'envie de se former, c'est pas grave. En revanche, si vous avez peu de temps à y consacrer, que vous souhaitez pas y mettre les pieds, c'est pas grave. Vous pouvez opter pour la gestion pilotée. Oui, c'est ça. PER, il y a des formules. Si vous n'avez pas le temps et si ça vous intéresse pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. C'est pas pour ça qu'il faut pas investir. Exactement. Il faut absolument le faire. À vous après de voir selon votre profil quels sont les supports qui vous conviennent le mieux et le mode de gestion qui va être adéquat pour préparer votre retraite sereinement. Moi, je milite secrètement pour qu'on puisse ouvrir des PEA aux nouveau-nés. Non, mais c'est vraiment le truc. Je me dis, on ouvre des livrets A pour chacun de ses enfants, etc. Et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il faut interdire les livrets A à la naissance. Mais ça j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir un PEA. On peut quand même ouvrir une assurance vie pour son enfant. Bien sûr, mais c'est vrai que ça reste assez limité. Voilà. Merci beaucoup Clémence, merci pour ces rappels et cet exercice pratique autour des placements dans l'optique de préparer sa retraite. Bon, je crois que tout le monde est convaincu, vous l'avez rappelé, 2/3 des Français ont conscience que le système actuel ne suffira pas et donc il faut prendre les choses en main. Faites-le le plus tôt possible. Merci beaucoup Clémence Tanguy qui était avec nous, responsable éditoriale du Café de la Bourse, invité chaque 3e vendredi du mois du dernier quart d'heure de Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.